j'ai pris ce titre, Le temps comme processus, que, que j'emprunte d'ailleurs à une journaliste, Alice Bialetowski de AMC, qui, quand elle avait écrit un papier sur l'expo à la Cité de l'Architecture, avait titré son papier Le temps comme processus. Et je lui avais dit que son titre était magnifique et que je me permettrais de l'emprunter. Donc je ne pense pas qu'elle soit dans la salle, mais en tout cas, je la remercie de ce prêt, si je puis dire, de ce titre, parce que effectivement, il y a de cela. Et alors, ce thème du temps, pour moi, il est très important. Et je vais le développer au travers de la présentation de certains projets que certaines et certains d'entre vous connaissent déjà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais bon. Premier projet, qui est le projet qui a été choisi pour faire cette affiche, c'est l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette. Et donc, ça va être un peu un parcours à travers des projets et des thématiques, et puis aussi à travers une pratique. Alors justement, le temps comme processus, en fait, le temps est un processus important s'agissant des bâtiments. On nous parle beaucoup de pérennité dans une époque agitée par le présentisme et dans une époque où le court terme l'emporte sur les visions perspectives, si je puis dire. Donc le temps, c'est important d'y revenir parce que, évidemment, un certain nombre de grandes architectures ont traversé le temps et continuent de nous inspirer, continuent de nous faire réfléchir, que ce soit celle de l'Antiquité ou celle de Le Corbusier qu'on a évoqué là à l'instant. Donc l'architecture et le temps, c'est un couple indissoluble. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup d'architectes dans la salle et qu'on partage cette idée qu'on doit tout faire, tout mettre en œuvre pour qu'une architecture soit capable d'affronter le temps des événements, le temps du climat, le temps des hommes, qui toutes et tous peuvent porter atteinte à des architectures. Et donc, évidemment, cette question, elle est centrale. On n'a pas attendu le rapport Brundtland qui préconisait de penser le développement durable. C'est une problématique qui a toujours habité les architectes. Et pour moi, alors, oui, c'est ça, ça marche. Oui, ça marche, c'est parfait, formidable. Pour moi, la recherche a d'abord été fondatrice. Alors j'ai ici présenté deux choses. Une première chose qui était le travail que j'ai pu mener aux côtés de Bruno Fortier à l'IFA, où nous nous sommes rencontrés avec Philippe. Alors on ne va pas dire il y a combien d'années, parce que ça ne nous rajeunirait pas, et où j'avais eu la chance et l'intérêt de travailler sur cet îlot de Paris qui regroupe l'Institut, la Monnaie et l'enceinte de Philippe Auguste qui se lit dans le tracé des parcellaires patiemment relevés par Vassereau et Bélanger, qui avaient fait une cartographie complète des rez-de-chaussée de tout Paris et qui l'avaient même actualisé, sans doute dans une intention fiscale, mais intention fiscale qui n'aura pas abouti. Peut-être que on pourrait souffler ça à l'Assemblée nationale, peut-être que ça leur donnera des idées. Actuellement, on ne sait jamais. Et ce travail, c'était déjà un travail sur le temps, puisque c'était un travail pour analyser et comprendre les transformations qui avaient affecté Paris depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'au début du XXe siècle. Et puis l'autre recherche qui m'a beaucoup animé, c'est la recherche sur les architectures militaires. Et ici, vous avez ce site extraordinaire qui est celui de la Rocca d'Anfo. Je vous conseille vivement d'aller le visiter. Maintenant, il est ouvert au public, mais à l'époque où je l'ai découvert dans les archives, dans les atlas qui étaient conservés pieusement rue de Bellechasse, où aujourd'hui vous pourrez trouver le siège d'Yves Saint-Laurent. Donc vous voyez que les temps changent, évidemment. Ça appartenait au ministère des Armées. Et ces grands atlas, ces grands in-folios magnifiques étaient des grands ouvrages. Vous avez ici une élévation d'un projet de fortification sur un lac dans le nord de l'Italie. Et évidemment, c'était les plus beaux dessins qui étaient conservés là, qui sont maintenant conservés à Vincennes, et qui étaient destinés à présenter les projets aux grands personnages, les rois, les empereurs et autres présidents de la République, pour les aider à décider de la réalisation d'un projet. Donc deux
deux choses qui m'ont beaucoup occupé, je dirais, l'architecture de la ville, sa transformation, et puis également l'architecture militaire, pas par goût de la chose guerrière, mais par intérêt pour le travail d'ingénieurs qui ont toujours mis au premier plan, l'économie des moyens, une certaine frugalité, on dirait aujourd'hui, une intelligence des formes, une recherche sur les questions de la topographie. Donc véritablement, des approches qui m'ont beaucoup nourri et qui m'ont sans doute permis de faire les projets que j'ai faits. Et puis ensuite, une rencontre qui change le cours d'une vie. Je le dis souvent aux étudiants, ne cherchez pas à imiter le parcours de tel ou tel autre. Vous avez votre parcours à tracer. Il n'y en a pas deux pareils. Et c'est ça qui est justement intéressant, c'est que nous sommes toutes et tous différents. Et que ces différences, c'est ce que l'IA, je l'espère, ne pourra jamais arriver à atteindre. Nos souvenirs, nos parcours, nos rencontres, tout ça, ça modèle chez nous une approche des choses qui n'est jamais la même chez deux personnes, même si, quand bien même, elles ont vécu dans la même ville, elles ont vécu des choses différentes. Et là, j'ai mis ce portrait parce que sans André Larquetout et Anna Larquetout, eh bien, je n'aurais sans doute jamais pratiqué l'architecture. J'aurais continué la recherche avec plaisir, avec intérêt, mais je ne me serais pas vu fixant ma plaque sur la porte d'un éventuel bureau. C'est vraiment cette rencontre et ce monsieur d'1,57 m de haut qui m'a dit, écoutez, il faut bien démarrer dans la vie, allez-y, moi j'ai 50 ans de chantier derrière moi, je vais vous dire comment on fait, et puis on va faire la meilleure équipe du monde, vous êtes jeune et plein de connaissances, je suis vieux et j'ai fait plein de choses et j'ai plein de moyens et j'ai envie de faire vite avant de mourir. Donc évidemment, ça donne un stimulus de démarrage qui est très fort et avec une architecture qui ne parle que de pérennité, de solidité, de traverser le temps. D'abord, affronter les boulets de canon, mais pas uniquement. Affronter le temps, l'eau, la neige, la tempête, le sel et tout ce qui s'ensuit. Et vous avez là, ici, une vue prise depuis cette citadelle qui donne sur le port de Palais et on se trouve en pleine Bretagne. André et Anna avaient non pas hérité, mais acheté cette citadelle en 1960 dans un très mauvais état. Ils avaient commencé à lancer des travaux et puis ils avaient testé des architectes, alors un architecte en chef, un deuxième architecte en chef, un architecte du patrimoine. Et puis tout ça, ça ne marchait pas parce que les gens leur disaient bah, « moi, je viendrai dans 1 mois, je viendrai dans 2 mois ». Et André était pressé, il avait 80 ans et il m'a dit « moi, c'est toutes les semaines, sinon on n'y arrivera pas et je veux voir ça restauré et occupé avant que je meure ». Bon, il est mort à 96 ans, donc il a vécu longtemps, comme quoi les projets, ça maintient en vie aussi très fortement. Et le travail, ça a été ce travail de restauration. Et c'est vrai que quand on commence dans l'architecture, si je puis dire, par la restauration, on est tout de suite confronté à l'épaisseur du temps, à ce qui est parvenu jusqu'à nous, à ce que l'on peut faire pour ce qui est parvenu jusqu'à nous, qui est toujours fort complexe, puisque ça n'a pas forcément été construit avec les techniques que l'on fréquente, que l'on pratique. Ça pose des questions multiples, la nature des matériaux, leur fragilité, l'histoire, le passé qu'on ne connaît pas tout de suite, qu'on est obligé de découvrir pas à pas au travers des archives. Et puis ça permet aussi de travailler sur les archives parce que là aussi, je pense que quand on travaille sur un site, sur un bâtiment, la connaissance historique que l'on peut s'en forger, en tout cas à mes yeux, c'est l'élément le plus important qui soit. Et évidemment, pour travailler sur une citadelle comme celle-là, il fallait aussi, là aussi, aller dans les archives pour comprendre comment elle avait été construite, comment elle avait été aménagée et transformée. Et c'est sans doute ce qui m'a tout de suite instiller l'idée, qui est maintenant pratiquée partout dans toutes les écoles de France et de Navarre, dans toutes les revues d'architecture, de travailler avec des plans polychromes qui permettent de parler d'une temporalité multiple, d'une temporalité passée et d'une temporalité à venir simultanément. Et vous en avez l'exemple ici. Alors aujourd'hui, on utilise plutôt... On utilise plutôt le jaune pour dire ce qu'on démolit, le rouge pour ce qu'on se construit et le noir pour ce qui existe. Là, Vauban, lui, il fait comme il veut et il utilise le jaune pour dire ce qu'il va transformer et le noir pour dire ce qu'il va conserver. Et il lance, c'est la première fois qu'il va à Belle-Île en 1683, il fait ce premier plan et il commence à mener des travaux pendant quelques décennies
sur cette citadelle. Donc cette prise en compte de l'archive, elle parle tout de suite du temps et elle parle tout de suite aussi de l'économie des moyens, parce que c'est un vocabulaire qu'on entend beaucoup aujourd'hui, pour les raisons que l'on sait, mais à l'époque, c'est une obsession chez les ingénieurs, tout simplement parce que, évidemment, comme à toutes les époques, contrairement à ce que parfois certains veulent nous faire croire, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et Vauban, chaque fois qu'il fait un projet, le roi ou Louvois lui écrivent en lui disant « Désolé, mais on n'a pas l'argent, donc il va falloir reprendre la copie à la baisse et vite fait parce que la guerre menace. » Donc, alors, ils ne l'écrivent pas, là j'ai une langue plus triviale, hein. Ils l'écrivent plutôt dans la langue de La Fontaine, mais qui est quand même une très belle langue, mais c'est ça le message. Donc, chaque fois, le projet, c'est comment on va faire pour faire un projet qui répond aux nécessités de défense, qui soit ambitieux et efficace, et en même temps, qu'il ne consomme pas trop de moyens. Et évidemment, dans ce cas-là, tout de suite, la démarche de Vauban, c'est ce fameux par art et par nature, c'est une de ses maximes, c'est-à-dire d'utiliser tout ce que la nature met à sa disposition, le relief, la topographie, l'hydrographie et que sais-je encore, mais dans le par nature, il entend aussi ce qui préexiste. Et en l'occurrence, ici, il y a des bouts de fortifications médiévales qui sont englobés. Et ce qu'il hérite, il va le transformer, l'englober. Et puis, il y a le par-art, c'est-à-dire l'artificiel, ce que l'on rajoute à ce qui est naturel. Et cet artificiel, il s'emploie, sauf quelques cas exceptionnels, à ce qu'il soit le plus réduit possible pour que ça coûte le moins cher possible. Donc, c'est vraiment une approche tout à fait particulière, une approche qui croise sans cesse le minéral et le végétal, bien avant, là aussi, que le végétal prenne la tête d'affiche que l'on connaît aujourd'hui. Remuer des terres, les grands remuements, on remue des masses de terre pour façonner des masses, des volumes de talus protecteurs. Et vous en avez ici une représentation, la pierre et la terre, qui sont les deux matériaux préférés des ingénieurs militaires et qu'ils manipulent toujours dans une technique de déblai-remblai, ce qui veut dire que ce que l'on déblaye, il va faire le remblai et que l'on n'a donc pas de matière à amener d'ailleurs. Et le géo et le biosourcé, je pense que Vauban serait parmi nous, ça le ferait doucement rigoler, parce que, évidemment, leur préoccupation première, c'est d'utiliser des matériaux qui sont issus du territoire dans lequel ils sont. Je dis « ils » parce que ce sont plusieurs centaines d'ingénieurs, et de réduire au maximum les approvisionnements lointains. Ça ne les empêche pas d'en faire, parce que dans certains cas, il y a besoin d'un matériau qu'il n'y a pas sur place. Mais c'est ce qui va faire que d'une architecture pensée globalement, elle va être déclinée localement. Et ce qui fait que les murs d'une forteresse peuvent être en briques dans les Flandres, peuvent être en pierre dans le Poitou, peuvent être en schiste en Bretagne ou en galets de rivière dans les Pyrénées. Et c'est toujours la même architecture et pourtant elle est chaque fois construite avec les matériaux locaux. Et puis aussi quelque chose qui m'est apparu a posteriori, parce qu'on n'est pas toujours totalement conscient de ce que l'on fait, une chose qui m'est apparue a posteriori, aujourd'hui on parle beaucoup de prendre soin, de réparer. Eh bien, on est en 94 ou 95, je ne me rappelle plus exactement, et ma première idée, avant de restituer à l'identique de quoi, personne ne sait, mais ça c'est une autre histoire, eh bien, ma première idée, ça a été de réparer ce qui pouvait l'être. À l'époque, ça n'était pas du tout valorisé. À l'époque, il fallait restituer des ouvrages disparus avec des techniques connues ou pas, et il fallait restituer des ouvrages entiers dans la plus pure tradition viollet-le-ducienne, même si Viollet-le-Duc avait une pensée beaucoup plus large et complexe que celle qu'on lui attribue, qu'on a fini par réduire successivement. Mais en fait, la restitution dominait. Et avec toujours cette question lancinante qui nous ramène au temps. Quelle est la date à laquelle on fixe la restitution de l'identique? Alors, est-ce que c'est 1712? Est-ce que c'est 1724? Est-ce que c'est 1685? Évidemment, cette question du temps, et on la mesure tout de suite, c'est une fausse question, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est mars 1683 ou juillet 1683? Personne n'est capable de répondre à une telle question à distance. Et puis, est-ce que c'est le jeudi 3 mars ou le vendredi 17 mars? Personne ne sait non plus. Tout simplement parce qu'un bâtiment, un site, et quand on se plonge dans les archives, c'est ça que ça révèle, un bâtiment, un site, ça ne cesse jamais de se transformer sur soi-même. Que ce soit simplement mettre un coup de peinture, que ce soit percer une baie, que ce soit, ça se transforme sans cesse. Et c'est le problème que nous avons, c'est que notre échelle de temps est celui de nos vies,
qui est beaucoup plus court, en général, en tout cas, que celui des forteresses. Donc, vous m'avez compris, c'est un rapport au temps, je pense, que j'ai noué en travaillant sur ces architectures militaires, architectures éminemment fonctionnelles et qui doivent répondre à un souci d'efficacité et dans lesquelles la question de ce qui précède ne se pose pas. C'est-à-dire que s'il faut détruire un ouvrage pour le rendre efficace, on détruit un ouvrage et on le remplace. Et on n'a aucune notion, il n'y a pas de notion stylistique, il y a une notion technique. Et le style ou la manière de l'époque, elle va se réfugier peut-être dans une fleur de lys dorée pour rappeler que c'est une propriété du roi de France qu'on va installer au sommet d'une guérite, mais c'est bien tout. Le reste n'est que recherche d'efficacité, de solidité, de durabilité, et c'est quelque chose de très important. Alors là, c'est là que je vais avoir besoin d'aide, parce que la recherche, la pratique et l'enseignement, parce que pour moi, c'est un triptyque indissoluble. Et alors, on a visionné quelques petites bandes avec Catherine, et on est tombé là-dessus, et je me suis dit, Catherine m'a décidé à mettre ça. 3 mots-clés, mémoire, contexte et création. 3 mots qui éclairent ma pratique d'enseignant et ma pratique d'architecte au quotidien. Mémoire, c'est un mot que je préfère à celui d'instantanéité qui est aujourd'hui la manière dont on vit le temps de manière accélérée, le temps toujours au présent. Et dans le métier de l'architecture, évidemment, la place de la longue durée, l'architecture se fait en rapport au temps, et donc la place de la mémoire de l'architecte dans le processus de conception est essentielle. Contexte que je préfère évidemment à l'idée de virtualité ou de virtualisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où bien souvent on parle d'architecture sans se soucier de où se place cette architecture. Et contexte est évidemment un terme qui renvoie à la connaissance concrète, physique d'un site, d'un lieu où va s'inscrire une architecture. Enfin, création, parce qu'aujourd'hui, ou à l'époque d'une globalisation générale, l'architecture n'a plus de racines bien souvent. L'architecture est le produit d'une répétitivité de modèles architecturaux à l'échelle de toute la planète. Il me semble qu'il faut remettre la création au cœur de l'architecture, c'est-à-dire se rappeler que chaque bâtiment est unique, que chaque bâtiment s'inscrit dans un contexte unique. Donc du contexte à la création, il n'y a finalement qu'un pas qu'il faut savoir suivre, qu'il faut savoir prendre. Et ce pas, eh bien, c'est ce que j'essaye à ma manière, ce que j'essaye de transmettre aux étudiants, en essayant de leur faire prendre conscience de l'attention qu'ils vont porter à tout, à chaque chose, au temps qui passe, et bien que cette attention-là, elle est porteuse de création, elle est porteuse de projet architectural, et que c'est le point sur lequel tout doit prendre appui. Alors j'ai délibérément choisi de ne pas mettre d'image, de ne pas accompagner d'image cette petite présentation, parce que je trouve que trop d'images tue l'image. Ça fait un peu fin d'émission à l'ORTF, non? En tout cas, j'ai trouvé que ces mots, finalement, on se rend compte qu'on ne dévie pas beaucoup de son chemin, ou en tout cas, c'est peut-être, ça va peut-être sembler à certains ridicule, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, et ça date des années 2000. Donc, j'ai envie de dire, je reste fidèle à mes prises de position et je pense qu'elles ont pris une valeur. Je pense aussi à François Hartog, Régime d'historicité, l'ouvrage fabuleux qu'il a fait où il nous parle il propose le concept de ville générique associé, enfin il parle de Rem Koolhaas qui parle de ville générique associée à celui de junk space et qui nous dit que le présentisme y est roi, que le grignotage de l'espace et la réduction du temps sont à l'œuvre, que la ville générique est sans histoire, que le junk space ignore le vieillissement, il ne connaît que l'autodestruction, le renouvellement ou la todification. Et il voit dans les aéroports, d'ailleurs, François Hartog, l'emblème même de ce type de quartier phare de la ville générique,
des quartiers dans lesquels personne ne vit, il n'y a que des habitants temporaires, et dans lesquels finalement on ne se souvient de rien, on mélange tous ces aéroports, et aussi dans cette idée qui les anime, le refus de se figer lui garantit une amnésie instantanée. Cette approche-là, c'est cette approche face à laquelle, je crois, nous devons lutter, parce que c'est une approche qui nivelle. Évidemment, l'intelligence artificielle, c'est l'épisode suivant du même feuilleton. Alors, une autre approche de l'histoire de l'architecture. En travaillant, il m'est apparu assez rapidement qu'en fait, on avait fait un peu vite l'économie, en tout cas les historiens de l'architecture, avait surtout bâti une histoire de l'architecture avec des bâtiments iconiques, des réalisations exceptionnelles, et que c'est ça qui les préoccupait, les évolutions stylistiques, comment les choses changeaient. Et il m'est apparu personnellement que on pourrait, j'ai pas le temps de le faire, mais je pense que d'autres le feront et très très bien, on pourrait faire une autre histoire de l'architecture, une histoire de l'architecture qui parle justement du temps et de la transformation des architectures. Alors vous connaissez sans doute tous le palier de Dioclétien à Split, en Croatie, qui est un plan d'une ville fortifiée romaine transformée en partie palatiale pour un empereur qui abdique et qui compte bien mourir de sa bonne mort. Il vaut mieux prendre quelques précautions. Les assassinats sont courants à l'époque. Et évidemment, quand on regarde le plan d'Hébrard, l'envoi de Rome qui présente le plan de Dioclétien et qu'on regarde ce relevé qui avait été fait par des étudiants américains de la ville existante, on comprend comment cette ville, ce palais forteresse, a perdu sa fonction, a été grignoté, que la ville s'y est réfugiée et que le temps a fait son œuvre. Et on comprend aussi comment ces architectures se côtoient, fabriquant quelque chose d'unique, d'exceptionnel, de tout à fait particulier. On peut faire la même démonstration avec la basilique palladienne, évidemment, parce que quand on voit cette image, on se dit « Ah, c'est formidable, Palladio, quel architecte !» Mais Palladio lui-même prend attention à l'existant. Et surtout, il a des commanditaires, les édiles de Vicence, qui, là aussi, lui donnent une certaine somme pour réaliser son projet. Et ce plan nous présente ce qu'il a fait, tout simplement, conserver les îlots centrales, conserver la grande nef pour la municipalité sous cette carène en bois tout en haut, et simplement, si je puis dire, simplement, façon de parler, redessiner une nouvelle façade qui remet au goût du jour un bâtiment dont le centre et l'essence même restent conservés. Et puis, on le voit ici sur une maquette qui est à la Fondation Palladio à Vicence, où on voit très bien l'architecture gothique, le gothique vénitien qui subsiste avec ses jeux de pierres de couleur, comme sur la basilique Saint-Marc, et puis l'écriture d'une nouvelle architecture qui englobe l'ancienne architecture, avec tout le talent et le science de construction qu'il a dû falloir développer pour être capable de maintenir l'ouvrage existant, tout en modifiant, tout en démolissant et en reconstruisant ses façades. Ou encore, un exemple plus près de nous, la halle au blé à Paris, le Camus de Mézières, qui construit une halle pour stocker le blé, une halle à l'imitation des plans antiques, des plans circulaires que vous voyez ici, qui très vite n'est pas suffisante pour stocker tout ce qui doit y être stocké. Et ici, vous avez la couverture que lui apportera François Bélanger, qui sera une des premières couvertures métalliques à Paris, qu'il installe sur ce plan. Et on voit bien comment, finalement, cette approche de l'architecture, elle nous révèle la science des architectes. La science des architectes, Françoise Choël disait très très bien, c'est ce savoir de transformer les lieux en tirant parti de leur préexistence. Et ça, c'est ce qui caractérisait, en tout cas à ses yeux, l'architecture et les architectes. Et de ce point de vue, c'est dans un colloque qui date de 91, elle avait eu une vision anticipatrice. Et puis ça, c'est la même halle au blé qui a complètement été reprise, sauf la colonne de Marine Médicis, parce que tout le reste des façades a été démoli au 19e siècle, reconstruit, et qui est devenue aujourd'hui plus une halle au blé, mais une halle aux œuvres d'art contemporains, sous la direction d'une fondation bien connue. L'architecture, de fait, pour moi, c'est l'art de transformer le réel, c'est-à-dire c'est ce travail que nous menons toutes et tous, où on prend un site, on prend un bâtiment, et on est amené à travailler avec ce bâtiment. On est amené à faire une rencontre, c'est-à-dire qu'on est amené à découvrir quelque chose qu'on connaît mal, qu'on va commencer à apprécier, et tout ça, ça nécessite du temps. C'est très important. Alors, le hasard, et là aussi, c'est le temps.
qui joue son rôle. Je parle aux plus jeunes, mais vous allez peut-être travailler sur une chose, puis vous dire, bon, voilà, c'est fini, puis vous la verrez peut-être réapparaître 20 ans plus tard. Vous ne pouvez pas encore vous en rendre compte. Monique Mosser, qui est dans la salle, m'avait, avec très très gentiment, et je m'en rappelle toujours et je la cite souvent, prêté ses archives sur Jacques-Denis Antoine quand on avait été sélectionné pour ce concours de transformation de la monnaie, le projet Métamorphose. Et ces archives, ainsi que le travail fait à l'Atlas de Paris, avaient déjà nourri ma compréhension du bâtiment, qui est un bâtiment qui a l'air très simple et qui en fait est d'une très grande complexité et surtout d'un très grand art de la géométrie, de la distribution et de la construction. Et c'est très important de rentrer en relation avec un bâtiment. Et des bâtiments de cette échelle, évidemment, ils vous impressionnent, ils vous en imposent. On se sent tout petit. Et pour autant, si on suit les pas des architectes qui les ont dessinés, conçus, on se rend très vite compte de la qualité du bâtiment et de ses potentialités. Et aussi du fait tout simplement que son auteur, Jacques-Denis Antoine, à peine terminé le projet, a commencé à modifier le projet pour l'adapter, puisque là, il s'agissait, ça n'en a pas l'air apparemment, si on compare ça à un data center d'aujourd'hui, c'est pourtant une usine, avec un palais sur le quai, mais derrière, c'est une usine de transformation du métal pour fabriquer des monnaies. Et ce thème du métal, c'est ce qui m'aura donné la clé, la clé, si je puis dire, du projet que j'ai proposé de transformation de la monnaie. Et ce travail, je l'avais placé aussi sous cette magnifique devise ou texte de André Chastel, relier l'œuvre au lieu, l'architecture au site et le site à l'espace du vivant. Cette phrase, elle est magique parce qu'elle nous parle du travail que nous avons à mener, de relier l'œuvre au lieu, à son lieu, et l'œuvre ici, c'est ce qui s'y fabrique, des monnaies et des médailles depuis 1770. Vous m'en voudrez pas, Monique, je suis peut-être un peu imprécis sur la date. Mais en tout cas, quelque chose qui s'y produit. Et puis, l'architecture au site, parce que cette architecture, elle est intrinsèquement installée dans un site, en rapport avec l'ex-collège des 4 Nations, l'Institut, construit par Levaux, avec l'enceinte de Philippe Auguste, dont il ne reste que des substructions dans le sol. Et en fait, elle s'installe dans ce site. Et enfin, le site à l'espace du vivant, parce qu'un site comme celui-là, il continue de vivre. On n'est plus en 1770, on est en 2009, mais le site continue de vivre. Et le métal a été pour moi la clé de l'écriture d'un projet architectural qui procédait de la greffe, de l'intervention. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se produit là est le produit de à peu près 20 types de minerais et fabrique des monnaies et des médailles. Et voyant dans les ateliers ce qu'on appelle des planches, dans lesquelles on découpe des flancs, vous savez l'expression comme 2 ronds de flancs, on découpe des flancs et ensuite on frappe ces flancs et ensuite on les travaille de toutes sortes de manières. Et je me suis dit, c'est ce matériau qui parle de ce lieu et des métiers qui s'y exercent encore aujourd'hui. Et ça, c'était pour moi très important de créer ce lien entre le lieu et ce qui s'y pratique et ce qui s'y produit. Et en utilisant ce même code rouge, jaune et noir, ici plutôt juste rouge et noir, vous voyez que les interventions ont surtout été des interventions intérieures, travaillant avec des formes disparues, avec des ouvrages incomplets, et puis aussi la construction d'une petite usine lors de l'affaire de la parcelle de l'an 4. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais je crois que c'est le président Sarkozy qui avait détaché la parcelle que la monnaie occupait depuis la Révolution en l'an 4 pour la donner à l'Institut, pour créer l'auditorium Bettencourt. Je vous laisse vous rappeler vos souvenirs de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Et construire une petite usine en plein Paris dans un monument historique, c'était évidemment une aventure. Mais avant, il fallait distribuer, organiser cet espace, rentrer dans la complexité de sa distribution. Jacques-Denis Antoine était un de ces architectes du XVIIIe siècle, extrêmement rompu à l'art de la distribution, comme il l'était à l'art de la construction. C'est lui qui avait sauvé la façade du palais de justice qui menaçait de s'effondrer. Et là, il avait remporté un concours. Et il avait remporté un concours, comme quoi l'histoire est petite, il y avait d'abord eu un concours Place de la Concorde pour installer la monnaie de Paris, et puis finalement, il avait été abandonné. Il y avait eu une autre compétition qui s'était déroulée sur les rives de la Seine, la rive gauche. Et ici,
c'est la réécriture d'une citerne. Les industriels, les usines, comme les militaires, quand les ouvrages ne sont plus efficaces, ne sont plus utiles, eh bien, ils les détruisent. Et il y avait une grande citerne pour éteindre les incendies. Et puis, à un moment donné, les pompiers avaient d'autres moyens de lutte contre l'incendie. L'industriel qui cherche toujours de la place pour se déployer, s'installer, a rasé la citerne. Et dans le projet, finalement, cette empreinte, ce volume de cette citerne, je l'ai utilisé pour créer la distribution verticale à l'intérieur du bâtiment. Toute la charpente, vous voyez, la charpente qui date de Jacques-Denis Antoine. Et ce volume nous a permis de loger 2 ascenseurs, un pour les ouvriers et un pour les publics, parce qu'il y a un ERP et un ERT et qu'il doit y avoir des flux qui soient séparés. Tout ça pour dire que l'architecture, elle s'inscrit dans un site, elle travaille avec des contraintes bien réelles. Et là, c'est l'ACO, l'atelier central d'outillage et de gravure, qui est revêtu de panneaux de cuivre frappés, comme les grandes planches que je vous ai montrées en petite image. On est là dans un monument historique classé, on est là dans une entreprise, l'une des plus anciennes, fondée par Charles Chauve, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça, petit-fils de Charlemagne, et qui a connu toutes sortes de transformations, et c'était évidemment un projet absolument passionnant. Mais à l'autre extrémité, si je puis dire, non plus le grand patrimoine, le patrimoine exceptionnel, monumental du XVIIIe siècle, monarchique, il y a aussi d'autres formes de patrimoine. Et c'est ce qu'on a découvert à l'atelier en travaillant sur ce qu'on appelle le bassin minier. Le bassin minier, je l'ai découvert à travers le projet de l'anneau de la mémoire parce que j'ignorais pourquoi tous ces morts dans le nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, tout simplement, c'était le charbon. Le charbon qui est l'énergie de l'époque, comme l'est le pétrole aujourd'hui ou le gaz. Et ce que vous voyez là, les terris, c'est les produits des déchets de charbon, de l'extraction. C'est des collines qui peuvent monter comme des pyramides à 120 mètres de haut, 150 mètres de haut. Donc ça marque un territoire. Et ce territoire du bassin minier, il a d'abord été... alors là, c'est aussi un autre matériau qui va venir, c'est le matériau de la tuile vernissée. Et je vais y revenir. Pourquoi ce matériau? Parce qu'on est dans un site où toutes ces cités minières sont construites de briques, tandis que les grands bureaux, les maisons de directeurs ou les maisons d'ingénieurs sont, elles, revêtues selon leur hiérarchie de plus ou moins de briques vernissées. La brique vernissée, c'est l'emblème de la hiérarchie sociale et de la hiérarchie industrielle dans ces territoires. Et donc, c'est ce matériau que je vais utiliser. Mais là, d'abord, 2 plans pour vous montrer l'effet de transformation, de transfiguration d'un site à travers le temps encore. Ici, une bonne vieille carte d'état-major avec la représentation du relief. Le bourg de Bruay, la Buissière se trouve là. Et ici, un siècle plus tard, un siècle et demi plus tard, toutes les constructions, la rivière est toujours là, hein, vous la voyez, mais les terris sont là et toutes les constructions qui sont là ont été réalisées pour héberger, abriter les mineurs et leurs familles. Donc un paysage rural qui est devenu un paysage industriel et qui a été protégé par l'UNESCO au titre de paysage culturel, évolutif et vivant. Et ça, c'est très important, ces 4 termes-là. Pour moi, c'est une des clés de l'intervention aujourd'hui sur ce qu'on qualifie de manière un peu floue de patrimoine, quand on n'en parle pas comme le déjà là, ou alors là, les limites du flou sont dépassées. Le paysage culturel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un paysage qui a été façonné par le travail des êtres humains, tout simplement, et qu'il n'y a pas de paysage sur lequel les hommes n'aient pas marqué leur empreinte, peut-être quelques forêts primaires perdues à l'autre bout de la terre, mais tout le reste a déjà été parcouru, travaillé. Évolutif, parce que d'un paysage agricole, on est passé à un paysage industriel. Et quand la désindustrialisation s'est amorcée, l'arrêt de la fermeture de l'exploitation des mines, la question qui était posée, c'est que va devenir ce paysage et ce territoire? Et vivant, parce que ce sont des territoires où il y a des gens comme vous et moi, où il y a aussi des animaux d'ailleurs. Et en fait, protéger un espace, quand bien même ce serait au titre du patrimoine mondial, on ne peut pas mettre cet espace sous cloche. On ne peut pas décréter que la vie va cesser d'avoir son influence sur la dimension matérielle des bâtiments, sur leur évolution. Donc je trouve que cette nouvelle notion qui est très utilisée maintenant par le patrimoine mondial
c'est une notion qui répond à nos préoccupations. Voilà ce que c'était. C'était la plus ancienne cité minière du Pas-de-Calais, qui était promise à la démolition suite à la décision du bailleur social qui en avait la propriété. Elle a d'abord été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et pour ce fait, la pelleteuse a été arrêtée. Et puis ensuite est venu le classement au patrimoine mondial du bassin minier. Et là, évidemment, d'autres réflexions se sont engagées. Et c'est ce qui a valu à cet ensemble de bâtiments très 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 modeste, d'une architecture qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, avec la dignité et la noblesse en ces termes, eh bien, c'est ce qui leur a fait échapper à la destruction. Et là, on a gagné une consultation qui posait la question d'y installer à la fois des logements, à la fois des gîtes, des espaces pour des artistes, également un centre d'interprétation sur la question de l'habitat et du paysage minier. Et très vite, on s'est rendu compte, malgré la bonne volonté de l'architecte des bâtiments de France, qui s'était battu pour éviter que cette cité soit détruite, et qui était prête même à ce qu'on démolisse les murs de refend longitudinaux et transversaux pour installer le centre d'interprétation, ayant des élus et des techniciens éduqués et intelligents, quand je leur ai proposé de construire un bâtiment en plus qui permettent d'accueillir ces espaces sur la question du paysage, où on a besoin de place, où on ne peut pas se loger dans des petites cellules de quelques dizaines de mètres carrés, eh bien, ils l'ont accepté et on a été amené à reconstruire un bâtiment neuf, qu'on a revêtu de ces tuiles émaillées, ces tuiles fabriquées d'habitude pour les monuments historiques, d'ailleurs, en général, et qu'on a pu réaliser ce bâtiment avec cette enveloppe. On a vu aussi l'occasion, avec la Fondation EDF Bas Carbone, de réfléchir à la construction, à sa pérennité, aux économies d'énergie et à la matière dont on a changé les matériaux qu'on y a utilisés, tout en restant dans une forme relativement proche des barreaux initiaux, des premières constructions de cet ensemble. On vous en avait ici une vue des bâtiments que vous avez vus tout à l'heure en ruine restaurés, de la silhouette de ce qu'on appelle un carin juste évoqué, et puis de ce bâtiment qui se glisse au milieu de cet ensemble qui a retrouvé ses couleurs, si je puis dire, et qui a évité la démolition pure et simple. Donc, la grande architecture avec des fleurs de lys, l'architecture la plus modeste, la plus basique, faite avec très peu de moyens, très peu de matériaux, qui est encore d'ailleurs en influence directe de l'architecture rurale et agricole. Mais toutes ces architectures, quand on les regarde, quand on les ausculte, elles nous parlent de ce temps très très long. Et enfin, le dernier exemple, j'aurais pu dire qu'on a regardé l'échelle du bâtiment, l'échelle de l'îlot, de la ville, et là, c'est l'échelle du territoire et du paysage. C'est le dernier projet sur lequel je vais présenter cette idée de la transformation du réel. C'est un projet à Antibes sur le port Vauban. Alors évidemment, vous voyez les retours, les mots Vauban, on vous appelle parce que vous êtes spécialiste Vauban, et puis finalement, il y a très peu de Vauban dans tout ça en réalité. Si j'affiche cette photo, qui est le Fort Carré, le Fort Carré n'est pas de Vauban, j'ai une nouvelle fracassante à vous annoncer, même si vous entendez ça par les guides, c'est faux. Le Fort Carré, il date du XVIe siècle, il date d'Henri II, il a été fait bien avant que Vauban même naisse. Et pour autant, comme on ne prête qu'aux riches, c'est un Fort Vauban et vous verrez ça écrit partout. Donc l'histoire, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça nous donne des points de repère dans l'espace-temps et ça nous donne un point de repère que vous voyez sur cette maquette, qui est cette espèce de fort qui s'est construit sur un mont et puis qui regarde l'ancienne ville qui, elle, s'est construite aussi sur une sorte d'éperon rocheux, ville d'abord grecque, romaine, et puis ville médiévale et ville aujourd'hui contemporaine. Et première réflexion, quand on débarque sur un site comme ça, c'est le cas de le dire, le poids de l'histoire. D'abord, un port pourquoi il s'appelle Vauban ? Parce qu'il a été imaginé à un moment donné que ça devienne le grand port de guerre français sur la Méditerranée. Et Vauban a été envoyé, comme vous l'avez vu à Belle-Île, commencer à faire des projets, et puis très vite, il a été arrêté. Et là, le choix s'est porté sur Toulon, à cause de sa rade. Il faut dire que Antibes, à l'époque, était à la frontière, en fait, de la France. Et puis après, c'est devenu un port de commerce. Alors, il y a toujours eu une activité de pêche, mais j'en parle pas. Et puis, ce port de commerce, c'est devenu un port pour pétroliers. Et là, d'énormes infrastructures ont été réalisées, que vous voyez ici, pour accueillir des pétroliers.
jusqu'à la crise du pétrole. On revient à la question de l'énergie. La crise du pétrole fait qu'il n'y a plus de pétroliers qui viennent là et surtout qu'on se rend compte que ce n'est pas très bon pour la santé d'avoir des terrains pétroliers avec des cuves en pleine ville et que ça peut provoquer toutes sortes de problèmes. Et là, évidemment, qu'est-ce qui va venir s'installer ici? Eh bien, c'est la plaisance, la grande plaisance, les yachts, comme on dit, qui vont trouver là une infrastructure disponible. Elle ne va pas être construite pour eux, elle aura été construite pour la question de l'énergie bien avant. Et quand on a découvert ce site, au moment d'une compétition qui avait été lancée, on s'est rendu compte aussi de cette épaisseur du temps sur un site comme celui-là. Voilà le port tel qu'il se présente. Vous retrouvez ici le fort carré, les remparts qu'a laissé Vauban. Alors Vauban, il a réalisé ça, et puis il est reparti, parce que ce n'était plus le sujet. Donc il a laissé quelque chose. Et puis ensuite, il y avait l'ancien port qui est là, le port qui accueille toujours d'ailleurs quelques pêcheurs. Et puis s'est installé avec Guillaume Gillet, un Grand Prix de Rome, le port au fond de l'Anse Saint-Roch. Il a construit un port moderne, un port pour la plaisance, avant que l'ensemble de ce quai réservé aux pétroliers soit désaffecté et accueille cette fois des très gros navires. Et un port... Vous voyez, c'est une géographie, c'est des quartiers, un premier quartier, un deuxième quartier, un troisième quartier, un quatrième quartier, et c'est des bateaux de toute taille. Parce que vous allez souvent entendre dans les médias le quai des milliardaires. Alors ça fait rêver. Le quai des milliardaires, pour la petite histoire, il s'appelle le quai des 500 francs. Comme quoi, la monnaie, ça peut monter. Et ce quai des milliardaires, en fait, il occulte tous les autres bateaux, y compris le petit bateau qui est là, qui doit faire 4,50 m de long. Donc on a toutes les tailles de navires qui se trouvent là. Et c'est évidemment une ville en miniature, avec ses quartiers, avec ses activités. Et la chance que nous avons eue, c'est d'être retenus avec la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, dans le cadre d'une délégation de service public, pour réaménager, moderniser, entre guillemets, ce port, lui redonner des atouts qu'il avait perdus, parce que c'était le plus grand port de plaisance sur la Méditerranée. Et la compétition, là aussi, est internationale. Barcelone, les ports de l'Adriatique croate, les ports italiens, toutes sortes de ports, c'est une véritable compétition, et ce port était vieillissant. Donc il a fallu penser un projet d'ensemble, et à penser un projet d'ensemble qui puisse se réaliser par phase, parce que c'est un site occupé, il est hors de question de faire partir les bateaux. Donc la capitainerie veille à déplacer des bateaux pour faire des travaux, c'est très très compliqué. Et quand on a abordé ce projet, je me suis dit finalement, ça c'est la capitainerie de Guillaume Gillet, qui est un très beau bâtiment, qui a été bien amoché pendant des décennies par des gens qui ne se rendaient pas compte que c'était un patrimoine de l'architecture moderne tout à fait de qualité. Et puis les remparts de Vauban qui sont là, qui sont ici. Voilà, ça c'est les deux préexistences, si je puis dire, les plus marquantes, Vauban et Gillet. Et il a fallu évidemment penser la manière dont on allait travailler sur ce port pour se donner 10 à 15 ans de perspective. On a gagné ce concours en 2015 et si tout va bien, le projet sera terminé en 2030. Donc ça fait bien 15 ans. Et en fait, très vite, il a fallu un nouveau yacht club et crew center, c'est-à-dire pour les équipages. Il a très, très vite fallu un autre bâtiment que la capitainerie qui était trop petite. Et puis, il a fallu donc ce que j'appelle les architectures majeures et puis des architectures mineures, des architectures qui accompagnent à toutes sortes d'activités qui se déroulent sur un port. Et enfin, des architectures techniques. Parce qu'un port, c'est des transformateurs, c'est toutes sortes de locaux qui sont liés à l'activité portuaire. Et puis, c'est aussi un chantier considérable, où on est amené à travailler avec la pierre qui vient de ce qu'on appelait autrefois l'Istrie, qui aujourd'hui est en Croatie, c'était la pierre qui alimentait Venise, et des matériaux comme cela, mais aussi des techniques et des savoir-faire contemporains comme la préfabrication. On est au bord de la mer est très violente, la Méditerranée c'est très beau mais c'est très 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 violent quand ça se met en colère. On est dans un territoire totalement sismique, on est à côté de Nice, hein. Et puis il y a la question de la pérennité aux embruns, la pérennité
c'est un milieu agressif, hostile. En fait, on le voit comme un milieu accueillant, de soleil, de vacances, mais en réalité, les bâtiments doivent avoir la peau dure pour résister. Et puis aussi, des travaux sur l'aménagement de l'intérieur. Ça, c'est une chance exceptionnelle, c'est d'avoir pu combiner différentes échelles d'intervention avec la confiance d'un maître d'ouvrage, de travailler sur la conception des bâtiments, de travailler sur leur aménagement intérieur, de travailler sur les réaménagements des espaces extérieurs, même si on y est accompagné par des paysagistes qui s'appellent Tous Transforment, que je cite au passage avec plaisir, mais malgré tout d'avoir toutes les échelles et tous les types d'interventions, de la réhabilitation, de la restauration, de la construction neuve. Un rêve pour architecte, il faut bien dire ce qui est, on a beaucoup de chance, je touche du bois pourvu que ça dure. Donc, un projet complet sur un grand morceau de territoire, qui vous pose toutes les questions du temps, parce que déjà le temps du phasage, le temps de la mise en œuvre, comment certaines parties, aujourd'hui on gère des questions qui se posent à des bâtiments qui ont déjà 4-5 ans. Comme vous savez, les bâtiments, des fois ça fuit, les bâtiments, des fois ça pose des questions, des fois il y a des ouvrages qui sont dégradés. Donc on est déjà dans la maintenance pour certains bâtiments et on est encore dans la conception pour d'autres et dans le chantier pour d'autres. Donc c'est là, les échelles de temps, c'est très impressionnant. Et puis, comme on ne peut pas s'en passer, on est aussi un peu dans la restauration de l'architecture militaire quand même. Il ne faut pas oublier ces fondamentaux. Et on a là réalisé des travaux de restauration de ces remparts qui sont à la mer. Là, la mer a l'air assez clémente, les gens sont au bord de la plage, il y a des parasols. Mais quand ça cogne vraiment. Et certains ouvrages de fortification étaient au bord de la disparition. Et ce qui frappe aussi beaucoup, et ça, c'est aussi quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est la question de l'horizontalité dans l'architecture. L'horizontalité du plan d'eau, la linéarité des murs de rempart, de clôture, qui est quelque chose qui travaille surtout sur l'horizon de la Méditerranée, mais aussi sur l'horizon de ses remparts. Vous voyez, on est dans quelque chose, une écriture très particulière, visuelle, et dans laquelle on a voulu se fondre pour travailler avec cette horizontalité. Et puis, il y a la verticalité des mâts quand même. Puis, il y a l'énormité de certains gros yachts qui sont un peu sans doute un peu trop gros, qui auraient besoin peut-être de faire un régime. Et cette horizontalité, on la retrouve par exemple dans ce bâtiment qu'on vient de livrer qui s'appelle, je vous le donne en mille, le village des artisans. Je pense que vous n'auriez pas associé ce nom-là, mais nos bailleurs de fonds, que sont le Crédit Agricole et la Banque des Territoires, trouvaient que ça sonnait bien. Donc, on va l'appeler le village des artisans. Ce n'est pas très grave. Ça se trouve à côté du carénage. Là, vous voyez des petits navires. Hein, ce n'est pas des milliardaires. Là, c'est des bateaux, certains un peu gros, mais enfin, c'est des navires assez courants. Et vous voyez ce grand bâtiment linéaire, 140 mètres de long, qui s'installe au pied du Fort Carré et qui travaille avec l'horizontalité, qui ne coupe pas les vues, qui travaille avec des transparences entre la terre et la mer, et qui est un ouvrage de structure. Et puis vous voyez, une des dernières choses qui a été livrée, c'est ce qu'on a appelé les colonnes, un peu en mémoire de Saint-Marc à Venise, la place Saint-Marc à Venise. On avait en fait la question de marquer le seuil, l'entrée, parce que Antibes, c'est une ville, un port et un fort. Et on avait proposé au moment du concours d'écrire cette trilogie, ville, port, fort. Et surtout avec l'ambition de réconcilier et de relier les trois, qui jusqu'alors étaient très sérieusement séparés. Le port, c'était un univers à part, les gens de la ville n'y allaient pas trop, sauf à se promener un peu de temps en temps, mais c'était des univers qui se tournaient le dos, et il fallait dire qu'il y avait le rempart aussi de Vauban qui restait. Et puis le fort, il était très difficile d'accès, pour ne pas dire quasiment inaccessible, et évidemment, c'était une question de stratégie portuaire ou urbaine, comme on veut, que d'arriver à les réconcilier, à les faire se parler. Et on a commencé à travailler toutes les promenades Boracay, je ne vais pas développer, et à écrire ce nouveau port, qui en même temps est toujours le port qu'il a été. Et puis, à un moment donné, s'est posé la question de marquer une sorte de seuil entre le port et la ville. Et on a installé ici 2 colonnes qui répondent, qui font écho au feu d'entrée du port, dans un jeu qu'on ne voit pas ici, mais qu'on verrait sur d'autres images. Le feu d'entrée de port, c'est ce qui marque l'arrivée dans le port, et là, c'est ce qui marque le débarcadère, là où on débarque face à la ville. Donc c'est évidemment très important, c'est symbolique,
mais c'est quelque chose de très important. Alors, maintenant, pour approcher de la conclusion, enfin je vous rassure, mais pas tout à fait encore, mais pour approcher de la conclusion, j'ai choisi de parler du thème de l'architecture du vide. Alors là, je dois dire que c'est Christian de Portzamparc, que je n'avais jamais rencontré de ma vie, hein, qu'on s'est rencontré, il m'a dit que j'étais un architecte du vide. Donc j'ai pris ça comme un compliment parce que je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup réfléchi à la question du vide. Et finalement, il me dit, entre l'anneau et la concorde, c'est toujours l'architecture du vide. Et j'ai pris ça comme le plus beau compliment qui soit. Et j'ai essayé de me poser les questions pourquoi et comment il s'agit d'une architecture du vide. Alors, ici, c'est cet anneau de la mémoire qu'on a dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette, colline de Notre-Dame-de-Lorette qui sépare les plaines de l'Artois du bassin minier du Pas-de-Calais. La cause du décès de toutes ces personnes que vous voyez ici, c'est tout simplement la conquête des puits de charbon. Donc, une colline qui a coûté la vie à 100 000 hommes. 100 000 hommes, une colline. Donc, c'est évidemment un lieu de guerre épouvantable, terrifiant, mais comme toujours, la nature reprend ses droits. Et vous avez ici la nécropole nationale qui est en fond, qui est ici, avec cette tour-lanterne. Et la question du concours qui était posée, c'était de créer non pas une nécropole nationale, mais un mémorial international pour réunir tous ceux qui sont tombés sur ces champs de bataille du Nord et du Pas-de-Calais. Vous avez là une vue qui montre l'état de ce site pendant la guerre, et vous voyez bien l'état désastreux, et encore on n'a pas la température, l'humidité, l'odeur, tout ce qu'on peut imaginer qui compléterait ce document visuel. Et puis vous voyez au fond une église qui est en ruine, qui donnera d'ailleurs qui sera la première à être entretenue comme ruine bien avant Radour-sur-Glane, après la Première Guerre mondiale. Puis vous voyez ici le travail sur le paysage qu'ont réalisé les Canadiens, parce que les Français ont conquis cette colline et les Canadiens ont conquis la crête de Vimy. La crête de Vimy, vous avez deux énormes statues qui se font face, l'Amérique, l'Europe, et puis là aussi des milliers de noms. Et ici, les Canadiens, et là je parle à ceux qui s'intéressent au paysage, contrairement aux Français qui ont tout nivelé, qui ont créé un grand rectangle où ils ont aligné un maximum de stèles, de croix et autres, les Canadiens ont choisi de garder le site dans son état de la guerre, de garder les traces, les cratères, les tranchées, tout ce qu'il y avait, de l'entourer de barbelés parce que du coup il y a encore des risques potentiels, et de construire leur énorme mémorial sur cette colline. Ce territoire, évidemment, il est peuplé de traces dans les sols et aussi de choses que l'on retrouve. Évidemment, la plaque d'un soldat, un carnet transpercé par une balle, des graffitis dans une caverne où des soldats attendent pour sortir de leur trou, des choses évidemment très très poignantes. Et là, vous avez la vue du site où la nature a reconquis ses droits après la fin de la Première Guerre mondiale, après la réalisation de cette nécropole. La question qui était posée par le président de la région Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron, c'était de créer un mémorial international qui réunisse tous ceux qui sont tombés et celles, car il y a eu aussi des femmes qui sont tombées dans des lieux, des infirmeries ou des hôpitaux de campagne, qui sont morts sur ce territoire, avec juste l'idée d'un classement par ordre alphabétique, ne distinguant pas les nationalités, les grades, les religions, les dates de décès, et ainsi de suite. Donc c'était une idée qui visait à réunir 600 000 noms sur un monument. Le terrain était imposé, il se trouve ici. Par contre, le choix de la forme, le choix du monument était laissé totalement libre aux architectes. Un concours d'architecture très émouvant, parce que construire un monument, là aussi, c'est quand même une chance extraordinaire d'être confronté à la question du temps à travers le monument, moneo, monere, se souvenir. C'est la question de la commémoration. Et là, on revient d'ailleurs au thème cher à François Hartog du présentisme, du présent-présent, du présent du passé ou du présent du futur. Donc la commémoration, on est dans cette époque qui est une époque de la commémoration. Je vous conseille de lire son livre. Et cette question-là, elle était vraiment très forte. Et pour moi, l'idée, c'était que les vivants réunissent par leur regard les morts. Qu'on puisse, dans ce monument, d'un seul coup d'œil, si je puis dire, réunir tous ces noms. Et c'est ce qui m'a amené très vite à l'idée d'une forme circulaire, ou plus exactement elliptique, pour réunir à l'intérieur ces noms.
et d'une architecture très silencieuse à l'extérieur, marquée par l'horizontalité, parce que j'ai le sentiment que l'horizontalité procure à l'être humain une forme d'apaisement. On se retrouve dans une échelle, dans quelque chose dont on se sent proche, dont on se sent presque accompagné. Et puis l'idée aussi d'utiliser la topographie. Et ça, évidemment, c'est l'héritage, si je puis dire, des travaux des ingénieurs militaires. Donc l'idée de travailler avec une topographie en pente et d'utiliser cette topographie pour créer une situation de déséquilibre ou de risque. Quand on marche au-dessus du vide, évidemment, on n'est pas dans le même état d'esprit que quand on marche sur la pleine terre. Donc utiliser cette topographie pour poser cet ouvrage et qu'on puisse circuler à l'intérieur et qu'on puisse du coup se mettre en relation avec la terre et le ciel et oublier l'espace dans lequel on se trouve et le temps dans lequel on se trouve. Ça, je montre ça parce que c'est un petit processus et du coup, avoir ces panneaux de nom pour éviter un effet trop brutal, trop violent de monumentalité qui nous écraserait, retrouver une échelle qui est celle de l'être humain, celle du livre, quand vous tenez un livre et quand vous cherchez un paragraphe d'un livre ou encore plus quand vous cherchez un nom, de ne plus être perdu dans l'immensité, mais au contraire de retrouver un contact par les yeux, voire par les doigts, par le tactile. Et puis très vite, ce projet qu'on a pensé avec Jean-Marc Veil, qui est un brillant ingénieur, en fait, ce projet, comme il m'a dit quand on l'a gagné, il m'a dit maintenant il va falloir le réaliser. Je lui ai dit mais je croyais que c'était facile. Il me dit non, c'est tout sauf facile, mais on va y arriver. Et évidemment, ce projet, pour le tenir dans des délais, gagné en 2011-2012, devant être livré en 2014, là aussi ça pose la question du temps, mais sous forme de l'urgence du temps. Et la seule manière de répondre à cela, c'était la préfabrication. De préfabriquer pour que tout soit fabriqué et que tout soit simplement assemblé sur site. Et puis la réponse à la question technique du porte-à-faux sur 60 mètres, sur une portion de courbe elliptique, eh bien c'était le BFUP et la précontrainte par post-tension pour arriver à compenser ces efforts auxquels allait être soumis l'ouvrage. Et vous avez ici la maquette réalisée où chaque élément, c'est vraiment toutes les pièces sont détachées, tout est assemblé pour construire cet ouvrage. Là, on est en haut de la tour lanterne et on découvre la plaine de l'Artois, qui est une plaine très très riche agricole depuis la nuit des temps. Et on voit évidemment cet effet de porte-à-faux au-dessus de ce terrain qui descend en déclivité, et puis la relation qui s'instaure entre la nécropole nationale et le mémorial international. L'horizontalité, travailler avec la hauteur maximum des croix et des stèles, de manière à être dans un plan du site et s'inscrire dans un premier temps comme si on était dans le sol, et puis dans un deuxième temps comme si on était au-dessus du sol. Je dois dire d'ailleurs que aussi une des grandes chances pour ce projet, c'est de ne pas d'avoir que le maître d'ouvrage ait accepté qu'il n'y ait rien écrit dessus, qu'il n'y ait pas de pédagogie, qu'il n'y ait pas, c'est un lieu de mémoire et ce n'est pas un lieu de pédagogie bavarde, grâce à un autre projet, et je le salue aussi ici au passage, qu'a réalisé Pierre-Louis Falocci au pied de la colline, l'Anse 14-18, qui est un bâtiment magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir. Et évidemment, la pédagogie, la compréhension, même le frisson qu'on peut ressentir à certaines descriptions ou à certaines choses, on les ressent dans son bâtiment, tandis que là, c'est un monument qui est dégagé de toute écriture, de tout panneau, où on viendrait dire mémorial international, vous voyez le côté laborieux. Quand on rentre, on a cet effet de découverte, qui est très, très fort. On ne voit pas tout de suite de quoi il s'agit, en fait. Mais on comprend très vite, en se tournant sur la gauche ou sur la droite, que ce sont des noms de personnes qui sont réunis là. Et on découvre aussi ces fenêtres qui nous ont occasionné beaucoup de soucis en termes de technique. Je voulais avoir une fenêtre qui donne sur les terris, la cause de tant de morts, les terris de charbon. Et puis de l'autre côté, une fenêtre sur l'église en ruine, entretenue patiemment par les ABF tous les ans, pour mettre un petit bout de mortier là, un petit bout de mortier là, pour que ça continue d'être une ruine et que ça témoigne de la violence de ces combats à cet endroit. Et c'est la même ABF qui entretenait ça, qui a accompagné le projet, Catherine Madoni, je vais la citer parce qu'elle a aussi accompagné le projet de la Cité des électriciens, et avec laquelle finalement ce projet a pu se dérouler. Vous voyez les panneaux de nom, la courbe sur laquelle on marche,
ou sous laquelle on passe, car il y a un chemin de randonnée qui passe juste en dessous, donc il fallait bien caler cela pour qu'on puisse se sentir au-dessus du sol, mais qu'on puisse aussi passer en dessous et presque ressentir les 14 tonnes par voussoir sur ses épaules. Et puis un travail aussi avec la lumière. Ici, la tour lanterne qui a été restaurée à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et puis le travail d'œuvre lumière de Yann Thomas qu'il a appelé La Grande Veilleuse. Le titre est très beau. Et il évoque évidemment cette, non pas la grande faucheuse, mais la grande veilleuse qui rappelle les disparus. Et voilà, sous un temps de neige. Et autant au premier plan, au démarrage, on est perdu entre le ciel et la terre et ses noms. Autant quand on a accompli une partie du parcours, on découvre en fait la basilique, la tour lanterne. C'est comme si on faisait un voyage dans le temps, si on était à un moment donné isolé ou dans un sas, dans un seuil, et puis que d'un seul coup le paysage revient. Et ça c'est quelque chose de très fort. Voilà la forme de l'ellipse posée sur son terrain. Et là en fait c'est un vide qui est créé par un plein. Qui est un ruban finalement de 3,50 m de haut, de je ne sais plus combien de mètres de large, qui circule, qui est interrompu pour entrer, pour regarder, et qui définit ce vide intérieur qui devient un espace, en fait un espace public, où il s'est déjà déroulé différents types de manifestations et de commémorations. Et c'est évidemment un grand vide, en fait. Un grand vide, et c'est ce grand vide aussi dans lequel on se trouve placé, qui nous emporte dans le temps, qui nous emporte dans l'histoire et qui a cet effet, là aussi, très fort sur nous. Alors, je vais passer à un autre grand vide, qui est celui de la place de la Concorde. La place de la Concorde, eh bien, c'est un espace gigantesque, près de 10 hectares. C'est une place unique au monde parce que c'est une place qui finalement arrive à se définir avec un seul côté qui soit bâti, ce qui n'est pas une mince affaire. Et c'est une place dont on a oublié qu'elle avait été définie en creusant des fossés. Ce rouge, ce n'est pas du plein, c'est du creux. Ce rouge, c'est les fossés qui étaient creusés à l'origine pour délimiter cette place. Et évidemment, sans ces fossés, la place constitue une espèce d'étendue sans fin, vague, qui se termine plus ou moins bien. Et donc, ce concours qui a été lancé par la ville de Paris sur le réaménagement de la place de la Concorde, auquel on a eu la chance d'être retenu, et ensuite d'en être les lauréats. Ce concours, c'est un concours qui posait des questions d'espace, de temps, qui posait des questions de vide extrêmement importantes. Ça, c'est une vue des années 90 de la place de la Concorde, une vue un peu ancienne, mais où vous voyez bien que voilà, il n'y a plus de fossé, il n'y a plus rien, il y a l'obélisque, les fontaines, des voitures garées un peu partout, ça tourne un peu dans tous les sens, et puis voilà la vue. Et puis on retrouve quand même ce front absolument incroyable de ces bâtiments construits par Gabriel, avec derrière des lotissements pour vendre des parcelles, comme ça se faisait à l'époque. Donc un espace assez unique. Auparavant, en fait, si vous regardez le plan de Turgot, eh bien, c'était déjà un vide extramuros. En fait, sans doute beaucoup d'entre vous connaissent le plan de Pierre Pat, le plan de Paris avec tous les projets de place. Il y a un concours qui est lancé chaque fois qu'il y a un nouveau roi de France à l'époque. Il y a un concours de place qui est lancé par les édiles de la ville de Paris pour créer une place en l'honneur de Louis XIII, de Louis XIV et là de Louis XV. Et le concours est lancé, toutes sortes de projets de place, mais ces projets posent tous la même question. Il faut démolir pour créer du vide dans des îlots qui sont pleins. Et l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'époque n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut racheter les bâtiments, qu'il faut ensuite démolir. Donc c'est extrêmement onéreux. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Évidemment, là aussi, ce qui va bloquer, c'est l'argent. Il n'y a pas d'argent. Et donc ce projet capote. Et à un moment donné, c'est le roi de France qui va dire eh bien, écoutez, moi je peux vous donner un terrain à la ville de Paris. Donc vous voyez, ça nous rappelle des discussions entre ville et État qui ont toujours lieu. Je peux vous donner un terrain à l'extérieur qui est dans l'extramuros, au bas des jardins des Champs-Élysées et à l'entrée des jardins des Tuileries. Nouveau concours, nouvelle compétition. Finalement, pas de projet satisfaisant et le roi fait appel à son premier architecte, qui est Gabriel. Et Gabriel fait ce dessin qui est évidemment ce qu'on appellerait aujourd'hui une vue d'artiste, parce qu'il y a beaucoup de faux dans ce qui est représenté là, mais ce n'est pas très grave.
Par exemple, ce grand mur des Tuileries qui n'existe pas à l'époque et qui mettra du temps avant d'exister, mais il représente ces deux grands palais qui sont un lointain écho de la colonnade du Louvre de Perrault, et puis il représente ces fossés avec lesquels il définit cet espace, ce grand vide qu'il définit par un creux, et avec une statue équestre de Louis XV qui regarde vers le Louvre, ou plus exactement vers les Tuileries qui existent encore. Voilà le projet qui est lancé. Et puis, si on veut regarder d'un peu plus près, on se rend compte qu'en fait, Gabriel est un transformateur de génie, puisque, qu'est-ce qu'il fait? Il a ce terrain, il s'appuie sur ces bastions de l'enceinte des Fossés jaunes, dont on voit ici le tracé. C'est la dernière enceinte construite pour défendre Paris, l'ouest de Paris. Après, il n'y en aura plus, sauf l'enceinte de Thiers, mais qui englobera les arrondissements que vous savez. Et donc, il s'inscrit, il utilise ça pour faire un côté avec un fossé. Il imagine construire deux palais là. Là, on est au bas d'un jardin, et là, on a la Seine. Et il n'y a pas encore de pont. Donc, il articule avec une préexistence un front nouveau, il crée un nouveau front urbain, il utilise cette préexistence fortifiée, et il joue avec le jardin et avec la Seine. Quatre côtés complètement différents qui l'unifient par l'idée de déployer le fossé tout autour du vide pour créer réellement un espace. Là encore, on est ici à l'époque l'an 2, donc la confiscation des biens du clergé, tous les couvents, les feuillants, les jacobins, enfin tout ça c'était des noms de couvents qui sont devenus des noms de clubs révolutionnaires. Et en fait, Percier et Fontaine vont proposer, au moment où vont être évincés un certain nombre de congrégations, de tracer une rue qui va s'appeler la rue de Rivoli, qui va séparer les bâtiments qui donnaient directement sur le jardin des Tuileries, et qui va rejoindre la place de la Concorde. Mais vous voyez qu'à cette époque, il n'y a pas de front bâti. Il y a la trace du bastion qui a été aménagé pour faire l'articulation, et là on a des choses qui s'évacuent vers la Seine ou vers la ville. Et on le voit ici sur ce dessin aquarellé qui représente la place de la Concorde. Place de la Concorde, vous voyez les Tuileries qui sont encore debout, le jardin des Tuileries, et puis ici, des morceaux de la ville qui arrivent, ce bout de rempart, et puis après, ça se finit comme ça peut. Par contre, ce fossé-là est creusé, l'autre fossé aussi, celui-là. Donc on a une première présentation, si je puis dire, avec cette célèbre statue équestre. Et puis ici, des espaces qui sont enherbés et qui entourent cette statue de Louis XV, qui est encore, au début de son règne, le bien-aimé. Ça finira moins bien, mais c'est encore son préfixe. Et là, on est après la Révolution. Après la Révolution, en fait, la statue équestre de Louis XV, évidemment, existe. Utiliser le métal est utilisé pour fondre des boulets de canon ou des tubes de balles. Et il va y avoir une colonne de la Révolution, il va y avoir un mât de la liberté, il va y avoir toujours quelque chose au centre, à l'axe, sur ce grand axe qu'a créé le nôtre, qui est le grand axe qui va de l'est vers l'ouest. Et évidemment, qui est une centralité. Là, à ce moment-là, sur ce document-là, il n'y a rien. C'est tout à fait particulier, c'est tout à fait ponctuel. Par contre, vous retrouvez ces fossés, vous les découvrez plantés d'arbres, des arbres fruitiers à l'époque qui émergent, et vous retrouvez ces parterres enherbés, et vous retrouvez les palais qui donnent sur la Concorde, qui eux, entre-temps, ont été bâtis, et vous apercevez sur la droite le pont de Peyronnet. Donc en fait, un espace qui a déjà opéré une première transformation en perdant son point central. Et puis va venir le temps Hittorf, Jacob Ignaz Hittorf, grand architecte né sur les bords du Rhin durant le Premier Empire et qui va devenir un grand architecte parisien qui est peut-être pas suffisamment connu, je pense. Le Cirque d'hiver, la Gare du Nord, enfin beaucoup de bâtiments et le travail sur la place de la Concorde. Que se passe-t-il ? Alors la place de la Concorde s'est appelée place Louis XV, place de la Révolution, place de la Liberté. Elle s'est appelée à un moment donné place Louis XVI, place Louis XVIII. Elle a changé de nom souvent. Et Louis-Philippe, le nouveau roi, qui n'est plus le roi de France mais le roi des Français, va utiliser cet obélisque de Luxor pour sortir du champ, si je puis dire, des politiques et des époques franco-françaises et donner une dimension d'éternité à cette place. Cet obélisque, évidemment, c'est le plus vieux monument qui se trouve dans Paris, plusieurs milliers d'années. Et Hittorf va être chargé de l'installer. Et il va évidemment l'installer à la place de la statue équestre, tout naturellement. Mais il va aller beaucoup plus loin que ça. Il va transformer cette place parce qu'il va créer
l'axe nord-sud qui croise l'axe est-ouest, en installant 2 fontaines, la fontaine des mers, la fontaine des fleuves, et en travaillant avec les façades classiques de la Madeleine et du Palais Bourbon. Donc il va créer un nouvel axe nord-sud et il va beaucoup transformer. Par contre, quand vous voyez cette étape-là, on est à une étape là où les parterres ont disparu pour être remplacés par des débuts de matériaux un peu difficiles, un peu de pavé de bois, donc des matériaux assez composites. Par contre, vous voyez apparaître toutes les verticalités. On était sur une très grande horizontalité. Là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? L'obélisque, évidemment, mais aussi les colonnes rostrales. Les colonnes rostrales parce que hôtel de la Marine, où se trouvait l'état-major de la Marine depuis la Révolution. Et puis, les modernités qui apparaissent, l'éclairage au gaz, donc des lampadaires. Donc, tout un registre de verticalité qui vient dialoguer avec les horizontalités précédentes et un registre d'axe nord-sud qui vient travailler avec un axe est-ouest. Et puis tout ça, à un moment donné, pour quelques accidents, pour les lieux de mauvaise vie qui sont devenus ces fossés, eh bien, à un moment donné, Napoléon III et Haussmann qui se chamaille, ou plutôt qui déteste, je crois, Hittorf, décident de remblayer les fossés. Donc on remblaye les fossés, et on a ici, à ce moment-là, un espace qui commence à se rapprocher de ce qu'on a connu ou de la première photo que je vous ai montrée. Alors tout ça, je vous ai présenté toutes ces étapes historiques pour simplement montrer qu'il n'y a pas il peut y avoir des permanences, mais l'état de telle année ou de telle autre est impossible à démêler. Et là, on a des centaines de documents. J'aurais pu démultiplier, mais ça serait trop long. Et ce qui m'inspire, moi, dans cette réflexion sur le temps, c'est dans l'œuvre ouverte d'Umberto Eco, cette phrase absolument magnifique. Toute œuvre est ouverte en ce qu'elle peut être interprétée de différentes façons sans que son irréductible singularité n'en soit altérée. Cette phrase, elle dit tout de ce qu'est l'architecture de la transformation, de la manière dont on intervient sur un site. Ce qui compte, à mes yeux en tout cas, c'est de préserver cette irréductible singularité, c'est de s'inscrire dans cette irréductible singularité. Mais le reste bouge tout le temps en fait, tout change tout le temps, tout se transforme. Et évidemment, pour présenter une esquisse suite à ce concours, c'est quelque chose qui m'a servi comme levier pour expliquer le projet que nous allions proposer. Le projet, c'est un projet de... Ah oui, alors, on a vu la surface, mais un petit tour dans les sous-sols, parce que c'est édifiant quand même. Donc là, c'est une vue zénitale de la place de la Concorde aujourd'hui. Et si on commence à remonter le temps, on découvre le creusement d'une ligne, en fait il y en aura 3 de métro qui passent sous la Concorde. On découvre l'aménagement d'un parking de plusieurs étages à côté de l'ambassade des États-Unis à l'époque du tout automobile. Donc on a fait un plan à l'agence que j'aime beaucoup, qui est un plan qui réunit tout ce qui se trouve dans les sous-sols. Donc autant dire qu'il y a du monde, et autant dire que quand on peut se dire, parce qu'on est sur la surface, que ça va être facile, on déchante très vite et on se rend très très vite compte que ça va être extrêmement compliqué. Et ça pose la question, puisque la ville de Paris, la maire de Paris avait demandé à Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, mais aussi ancien directeur des affaires culturelles de la ville de Paris, de créer une commission pour établir un cahier des charges. Et ce cahier des charges a été établi sous la forme de 12 points qui étaient donnés aux candidats, aux équipes concurrentes pour faire ce projet. Et un des premiers points, c'est retrouver les fossés de la place de la Concorde. Retrouver les fossés de la place de la Concorde. Alors, ce projet, en fait, il parle aussi d'un espace qu'on a tous à l'esprit et qui, bien que il ait subi toutes ces dégradations, ces adaptations malheureuses, en fait, je pense tout le monde ici a une idée de la place de la Concorde fantasmée qui dépasse la réalité physique et matérielle de la place. J'aime beaucoup cette photo parce qu'elle montre 3 verticalités, l'obélisque, la colonne rostrale, la tour Eiffel. En fait, on a dans la tête ça, parce que c'est cette irréductible singularité d'un point où on se trouve dans l'espace, en rapport visuel avec d'autres lieux, sur une grande horizontale, et finalement, ça résiste, cette irréductible singularité, elle a résisté longtemps à toutes les dégradations qu'on y a apportées. Alors le concours, en fait, c'est un concours qui était double. D'un côté, il s'agit de restaurer une place classée monument historique en totalité en 1937, et de l'autre côté,
il s'agit de réaménager une place pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de climat, de mobilité et d'usage. En fait, c'est un concours avec 2 dimensions. Et ces 2 dimensions, on a cherché à l'atelier à les fusionner pour répondre pleinement aux 2 enjeux. Ici, c'est le premier îlot de chaleur urbain dans Paris. Et donc, on a travaillé. Alors, on est une équipe très, très nombreuse. Hein. Je ne vais pas commencer à citer tout le monde, ça serait trop long. Je vais peut-être citer Anne-Sylvie Bruel des paysagistes Bruel-Delmar, parce qu'on est un peu le binôme premier de cordée, mais on a des bureaux d'études, on a toutes sortes de compétences de spécialistes avec nous. Et c'est passionnant parce qu'en fait, on se rend compte beaucoup plus finement, enfin je parle pour moi, des enjeux climatiques et de finalement les capacités qu'on a de bouger les curseurs, de faire évoluer les choses. Et là, c'est un des nombreux documents qui a été produit pour parler des surfaces imperméables, de la gestion des eaux de pluie, pour parler des surfaces imperméables. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est à 93% de surface imperméable. Demain, on sera à 50%. On pourrait continuer avec des tas de chiffres. Aujourd'hui, dans les fortes températures, on peut atteindre des températures extrêmes dans Paris. Demain, on peut baisser ces températures de 4,5 degrés ou de 8,5 degrés au sol avec le projet qu'on a imaginé. Donc ce n'est pas un vain mot, c'est un vrai enjeu, mais ça n'est pas le seul enjeu. Et ce n'est pas l'enjeu qui doit amener à faire perdre son irréductible singularité à cette place, en la couvrant d'arbres, par exemple, en son milieu. Donc, c'est ce qui nous a guidés. Ah oui, non, ça c'est voilà. Et ça, c'est la vue aérienne actuelle, et ça, c'est le projet qu'on a proposé. Le projet qu'on a proposé, vous voyez qu'il mixe des strates de différentes époques. En fait, on y retrouve les fossés qui ont été imaginés par Gabriel, qui ont été complétés par Percier-Fontaine. Ce grand mur que vous voyez, si vous allez demain, place de la Concorde, vous pouvez repérer que les appareillages sont différents. On n'y fait pas attention, tout ça c'est de la pierre. Mais en fait, on voit l'appareillage du mur de fortification et on voit l'appareillage du mur de terrasse réalisé par Percier-Fontaine au début du XIXe siècle. Et puis, on a ce grand fossé, mais on a aussi cette spina, parce qu'en fait, Hittorf avait conçu cet ensemble à la manière d'une empreinte d'un grand cirque romain, à la manière de la Piazza Navone ou de Saint-Pierre de Rome, où on retrouve aussi le thème de l'obélisque et des 2 fontaines. Donc, un architecte très cultivé allant puiser des ressources un peu dans l'histoire de l'architecture, dépassant la question nationale, royale, impériale ou républicaine, et allant puiser ailleurs ces ressources. Et puis, on a de fait étudié l'idée de recreuser ces fossés, mais aussi l'idée de remettre en place ces surfaces en herbe qui apportent un confort tout à fait considérable à l'ensemble. Et travail en maquette, alors ça, malheureusement, on n'avait pas le droit de le montrer à l'oral parce qu'il n'y avait pas de maquette de demander, mais en fait, on a travaillé avec une très grande maquette qu'on a fait évoluer sans arrêt, parce que je crois beaucoup au travail en maquette en carton, en maquette en ce qu'on veut. La 3D, c'est très pratique, ça rend des tas de services, mais ça ne remplacera jamais une maquette concrète, matérielle. Et notamment aux yeux de tout un chacun. On l'a vu quand on a rencontré la première fois un certain nombre de personnes, on a amené la maquette, c'était comme des enfants devant un train électrique. Et puis c'était surtout que d'un seul coup, vous avez vu la Grande Arche, les gens se penchent, ils regardent, le regard passe, ça passe pas. Ah mais vous avez mis des arbres là, mais on va perdre la vue. Ah ben non, on garde la vue. C'est tout ça, la maquette. C'est pas avec ma souris, j'essaye de tourner un peu à gauche, de revenir un peu à droite. C'est quand même beaucoup plus excitant. Là, c'est une grande élévation qui nous était demandée où on raconte comment on va recreuser des fossés. Alors, vous avez vu le plan tout à l'heure, le plan sévère des sous-sols. Évidemment, on s'est tout de suite rendu compte qu'on ne pourrait pas recreuser des fossés à 5 mètres de profondeur, sauf à interrompre 3 lignes de métro, à supprimer un parking souterrain de 4 étages et à dévoyer toute la fibre qui fait que vous pouvez utiliser un téléphone portable aujourd'hui. Donc, on a dû jouer avec l'existant. Et là encore, ça rejoint une notion d'économie que j'ai évoquée tout à l'heure. Peut-être que d'ailleurs, c'est une des choses qui a fait pencher le projet pour nous, tout simplement parce qu'on a cherché à être pragmatique. On ne s'est pas raconté qu'on allait déplacer des montagnes, qu'on allait creuser des fossés, déplacer des transfos, parce que quand on vous donne un budget, vous en voyez très vite les limites. Et vous voyez très vite que le budget est très mesuré et qu'il va falloir faire avec. Donc, si on regarde de plus près, là, on a quelques tuyaux tubulures qui sont représentés. Il y en a d'autres. On a essayé de faire pas trop vilain quand même. Et on voit qu'on peut malgré tout creuser le fossé. On peut le creuser à certains endroits.
de manière différente. Et le parti pris, ça a été que de toute façon, on ne voit jamais les fossés tous ensemble. On les voit au mieux deux par deux quand on est dans un axe où on rentre des deux côtés. Donc tout un travail de symétrie pour essayer de garder la symétrie qui est une des clés de ce projet de Gabriel et d'Itorf. Et évidemment, une manière de... Anne-Sylvie Bruel a beaucoup travaillé avec un écologue, avec un spécialiste des arbres, et ainsi de suite, pour choisir les plantes qui allaient pouvoir se développer, sachant que ces fossés ont la capacité, dans leur état actuel, de recueillir toutes les eaux de pluie quand il y a des pluies extrêmement violentes. C'était aussi un sujet, d'avoir une évacuation en surface. Et puis, ici, alors une image de concours, hein, ça vaut ce que ça vaut, c'est toujours des images un peu, bon. Mais c'est ici l'idée que demain, quand on sortira du jardin des Tuileries, on pourra aborder la place ici, et qu'ici, on a été amené à proposer de créer une grande passerelle qui permet de relier la rive nord à la rive sud, si je puis dire, de ce fossé, et qui permet toujours de desservir la station de métro, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà sorti par la station qui débouche au pied du mur des Tuileries, mais on ne peut pas la condamner, vous l'imaginez bien. Donc, et ici une autre vue qui la montre dans sa longueur. En fait, la perspective est très trompeuse. En fait, la passerelle fait à peu près un quart, un cinquième de l'épaisseur du fossé, de la largeur du fossé. Mais il faudrait imaginer que la perspective aille beaucoup plus loin jusqu'à la statue, là, et que c'est ici, là, le bout du fossé. Petit détail. Mais en tout cas, un espace qui puisse être un espace aussi de fraîcheur. Et les grands espaces enherbés, vous les voyez ici, représentés de manière très simple, au stade de ce concours. Tout ça pour finir par dire que finalement, cette pièce, c'est une pièce qui complète ce grand axe, en réalité. Ce grand axe qui va du Louvre à l'Arc de Triomphe, à deux grands symboles de l'histoire de l'architecture. D'ailleurs, on peut parler de la pyramide du Louvre qui est là, ou de la Grande Arche qui est à l'autre bout. Et évidemment, qui contribue à créer un lien, à rétablir un lien entre le jardin, les jardins entre eux, et à maintenir un lien entre les deux rives de la Seine. Tout ça en finissant par une citation, l'architecture est causa mentale, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Je vous remercie beaucoup.